J'ai payé les frais de scolarité de la sœur de ma femme, j'ai même cautionné son appartement. Un jour, je suis rentré et les ai trouvées toutes les deux dans la cuisine, mortes de rire. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, « Tu n'es qu'un bouche-trou en attendant que quelqu'un de mieux se présente. » Ma femme n'a même pas scié. « Il est temps que tu grandisses, » a-t-elle dit. Je n'ai rien dit. Je suis monté à l'étage et j'ai ouvert un dossier caché sur son ordinateur portable. Je m'appelle Eric. J'ai 38 ans et c'est arrivé à Denton, au Texas. Si vous n'y êtes jamais allé, c'est juste au nord de Dallas. Ce n'est pas un endroit clinquant, mais c'est chez moi. Je dirige ma propre entreprise de CVC. Un travail honnête paie les factures et je suis bon là-dedans. Je n'ai jamais eu besoin de beaucoup. J'aimais ma vie tranquille, mes outils, ma maison, et je pensais aimer ma femme. Elle s'appelle Tessa. Elle était tout ce que je désirais. Nous nous sommes rencontrés en 2015, alors qu'elle travaillait à la réception chez mon dentiste. J'étais là pour une réparation de couronne et nous avons commencé à parler. Elle était vive d'esprit, perspicace, et vous donnait l'impression d'être important juste par la façon dont elle vous regardait. Une de ces femmes qui pouvait charmer une pièce sans même essayer. Nous sommes sortis ensemble pendant environ 9 mois avant qu'elle emménage. 1 an plus tard, nous étions mariés. Pas de contrat de mariage. Je ne pensais pas en avoir besoin. Elle a d'abord travaillé à temps partiel, petit boulot dans le commerce de détail, puis un emploi à distance qu'elle a simulé. Je n'ai jamais insisté. Je payais les factures. L'hypothèque était déjà remboursée au moment de notre mariage. Mon camion était vieux, mais roulait bien. Je ne dépensais pas d'argent pour rien, sauf peut-être pour des outils et des plats à emporter le vendredi. Sa petite sœur, Mélanie, a commencé à nous rendre visite souvent peu après notre mariage. Elle avait environ 21 ans à l'époque, étudiait les soins infirmiers au Tarrant County College à Fort Worth, à environ 45 minutes de route, mais elle venait passer les week-ends chez nous. Tessa disait qu'elle avait besoin d'une pause dans les drames avec sa colocataire et voulait être dans un environnement stable. Mélanie était l'opposé de Tessa, immature, collante, désordonnée comme pas possible, mais gentille, du moins à l'époque. Elle disait toujours des choses comme « Vous êtes le couple idéal et j'espère trouver quelqu'un comme toi, Eric. » Je n'y ai jamais vraiment pensé. J'étais juste décent. Je cuisinais, je réparais sa voiture si besoin, je la ramenais sur le campus le lundi quand j'avais le temps. Puis sont venues les demandes. Des petites au début. Elle a pris du retard sur ses frais de scolarité, a prétendu que son aide financière avait été foirée, a dit que son père ne pouvait pas l'aider. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, « Tu es le seul homme en qui j'ai confiance. » J'ai payé le solde, $6,400. Tessa a promis de me rembourser après l'obtention de son diplôme. Puis la voiture de Mélanie est tombée en panne. Encore une fois, j'ai aidé, $1,200 de plus. Puis elle n'a plus pu vivre avec sa colocataire et m'a demandé de l'aider à trouver son propre logement. Le loyer à Fort Worth n'était pas donné, mais j'ai co-signé, et même couvert son premier et dernier mois. Je n'ai jamais tenu de compte. Je n'en avais pas besoin. Je considérais cela comme de l'aide à la famille. Je ne savais pas que j'étais manipulé. Avance rapide jusqu'au début du mois de janvier de l'année dernière. Je suis rentré tôt un jeudi. J'avais terminé un travail à Louisville, je m'étais arrêté chez Roger's Barbecue pour prendre des hamburgers, les préférés de Tessa, et je suis rentré vers 15 heures. La porte du garage était ouverte, ce qui était étrange. Je suis entré et j'ai entendu des rires provenant de la cuisine. Pas des rires ordinaires. C'était le genre de rire de ceux qui racontent une histoire sur quelqu'un dans son dos. J'ai contourné le coin. Elles étaient toutes les deux assises à l'îlot, verre à vin sorti, habillées comme si elles allaient dans un bar. Mélanie avait une jambe repliée sous elle, Tessa penchée, les yeux brillants de vin et d'autosatisfaction. Mélanie m'a vu le premier. Elle n'a pas bronché, a juste souri et a dit, « Tu n'es qu'un bouche-trou en attendant que quelqu'un de mieux se présente. » Je suis resté planté là comme une statue. Je tenais toujours le sac de nourriture. J'ai regardé Tessa. Je m'attendais à ce qu'elle dise quelque chose comme « Ignore-la, elle est ivre. » Elle ne l'a pas fait. Elle a siroté son vin, m'a regardé avec un visage impassible et a dit « Il est temps que tu grandisses, c'est tout. » Comme si j'étais un enfant qui ne comprenait rien au monde des adultes. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas scié. Je me suis retourné, je suis monté à l'étage dans notre chambre,
je me suis assis au bord du lit et j'ai ouvert son ordinateur portable. Je ne suis pas un fouineur, je ne l'ai jamais été, mais quelque chose a basculé en moi ce jour-là. J'avais l'impression d'avoir somnambulé pendant des années et maintenant, j'étais bien éveillé. Quelques mois auparavant, j'avais vu un dossier étrange à l'intérieur, intitulé « Tax Stuff 2017 ». Il était enfoui profondément dans le dossier de ces documents. Je l'avais remarqué en sauvegardant ces fichiers sur un disque dur. Je ne l'avais pas ouvert à ce moment-là. Cette fois, je l'ai ouvert. À l'intérieur, il y avait des sous-dossiers identifiés par des initiales. Des initiales d'hommes. Captures d'écran, journaux de discussion, photos, vidéos, reçus d'hôtel, et même des billets d'avion. Il y avait une vidéo d'elle dans une chambre d'hôtel à Austin. Elle m'avait dit que c'était un « voyage entre filles » l'année dernière. Dans la vidéo, elle riait, buvait et embrassait un type que je ne reconnaissais pas. Un autre fichier contenait tout un fil de discussion avec quelqu'un enregistré dans son téléphone sous le nom de « W. Jim ». Il l'appelait « ma chérie ». Elle l'appelait « mon vrai homme ». Mais ce sont les SMS entre elle et Mélanie qui m'ont retourné le couteau. Tessa, il pense vraiment qu'on est solide. C'est presque triste. Mélanie, LMAO, t'es une sainte d'avoir fait semblant aussi longtemps. Tessa, je lui donne encore 6 mois. Le temps d'économiser un peu, et après je me tire. Mélanie, tu ferais mieux de me laisser être là quand tu le lui diras. Il y en avait des douzaines comme ça. Des blagues sur moi, sur mon travail, mes vêtements, ma vie simple. Je suis resté dans le garage cette nuit-là. Elle pensait que je boudais. Elle est sortie une fois, s'est arrêtée à la porte et a dit « Ne fais pas une scène, on plaisantait. Tu prends tout trop au sérieux. » J'ai acquiescé, sans rien dire. Elle est rentrée. C'était la dernière fois que je croyais un traître mot de ce qu'elle disait. Après cette nuit dans le garage, je n'ai plus jamais regardé Tessa de la même façon. Elle n'a pas remarqué le changement au début. Elle continuait à m'embrasser sur la joue le matin, à me dire « Je t'aime » quand je lui tendais son café, à faire comme si tout allait bien. Mais je voyais clair maintenant, je voyais tout. La façon dont elle gardait son téléphone écran contre table, les longues courses sans jamais de reçu, la façon dont elle avait toujours l'air de s'ennuyer quand je parlais de ma journée, mais les yeux écarquillés quand Mélanie débarquait avec un nouveau drame. J'ai commencé à préparer ma vengeance, discrètement. J'ai d'abord ouvert un nouveau compte bancaire, un compte professionnel uniquement. J'y ai redirigé toutes mes factures et les paiements de mes clients. J'ai arrêté de verser de l'argent sur notre compte joint. Je l'ai laissé croire que je traversais une période creuse. Elle n'a pas posé de questions. Elle s'en fichait. Puis j'ai vérifié nos cartes de crédit communes. J'ai vu des dépenses que je ne reconnaissais pas, restaurant chic à Dallas, chambre d'hôtel, course Uber à 2 heures du matin, parfois des frais doublés les week-ends où j'étais soi-disant de garde. J'ai fait des captures d'écran de tout. Pendant ce temps, Mélanie continuait à venir, toujours le sourire aux lèvres, faisant comme si de rien n'était. Je la laissais faire. Elle se servait du vin, s'installait sur le canapé et parcourait son téléphone pendant que je préparais le dîner. Elle pensait que j'étais idiot, un paillasson, que je ne réagirais jamais. Elle se trompait. Ce qu'aucune d'elles ne savait, c'est que j'avais commencé à enregistrer. J'ai installé un vieux téléphone dans le salon, derrière la bibliothèque, pour enregistrer le son. Chaque fois que j'étais en déplacement professionnel, je m'absentais 1 heure ou 2, je me garais à proximité et j'écoutais depuis mon camion avec une oreillette. Ce que j'ai entendu. Tessa disait à Mélanie qu'elle attendait une augmentation avant de demander le divorce. Mélanie plaisantait en disant que je pleurais probablement et la supplierais de revenir. Tessa riait et disait « Il me laissera la maison par culpabilité ». Un jour, Mélanie a dit « Tu aurais pu trouver mieux, tu sais ». Tessa a répondu « Je sais, mais il était stable et stupide ». C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'elles ne se contentaient pas de m'utiliser. Elles en étaient fières. J'ai appelé une avocate la même semaine. Elle s'appelait Frances, une femme d'âge mûr, intelligente et pragmatique. Je lui ai tout montré, les vidéos, les captures d'écran, les reçus. Elle n'a pas dit grand-chose jusqu'à ce que j'ai terminé. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Vous avez été calme pendant tout ce temps. C'est dangereux. Servons-nous-en. » Elle m'a aidé à mettre un plan en place. Première étape, retirer ma cosignature du bail de l'appartement de Mélanie. J'ai contacté le propriétaire et l'ai informé que je retirais mon nom à la fin du bail dans 2 mois.
Je lui ai aussi dit que Mélanie n'avait pas d'emploi stable. Il ne l'a pas bien pris. Je savais qu'il agirait vite. Deuxième étape, couper tous les paiements. J'ai arrêté de payer le loyer et les frais de scolarité de Mélanie. J'ai même appelé son école et retiré mon nom de ses formulaires d'aide financière. Elle a reçu un courriel 2 semaines plus tard l'informant que son inscription serait suspendue pour non-paiement. Troisième étape, j'ai installé un enregistreur de frappe sur l'ordinateur portable de Tessa. Je me fichais des mots de passe ou des commérages. Je voulais des preuves. Et je les ai eus. Des courriels avec des objets comme « le week-end prochain » et « j'ai hâte de te goûter à nouveau ». Un type était un collègue, un autre vivait à Houston, un autre, celui-là m'a écœuré, était un père de famille marié qui avait entraîné l'équipe de football de Mélanie au lycée. J'ai tout imprimé. Des dizaines de pages. J'ai fait des copies, tout étiqueté et daté. Puis j'ai commencé à envoyer le tout par la poste. Une copie est allée au patron de Tessa, anonymement, une autre à la femme du type marié, une autre à ses parents. Oui, même à sa douce mère Baptiste du Sud qui m'appelait toujours son « gendre chéri ». J'ai envoyé celle-là en recommandé avec accusé de réception. Tessa ne s'y attendait pas du tout. Mais je n'avais pas fini. J'ai fait un dernier coup avant le bouquet final. J'ai appelé Mélanie. Je lui ai dit que je devais lui parler, que je voulais mettre les choses au clair. Elle a accepté de me rencontrer dans un Starbucks près de son campus. Elle s'est pointée, l'air suffisant, comme si elle s'attendait à des excuses. Avant qu'elle ne puisse parler, je lui ai tendu une enveloppe. Elle l'a ouverte, a lu les papiers à l'intérieur. Son visage s'est décomposé. Relevé bancaire, paiements annulés, une copie de la lettre reçue par son école, une photo de l'avis d'expulsion que je savais imminent. J'en ai fini de payer pour ta vie, lui ai-je dit. Trouve-toi un travail. Elle a essayé d'en rire. Tessa ne laissera pas passer ça. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, Tessa ne sait pas qu'elle est sur le point de tout perdre, mais tu seras la première à le découvrir. Puis je me suis levé et je l'ai laissée là, assise seule avec sa boisson froide et son avenir tout aussi froid. Les retombées ont commencé 2 semaines après ma rencontre avec Mélanie chez Starbucks. Je suis rentré chez moi un soir vers 18h. Tessa était déjà à la table de la cuisine, un verre de vin à la main et son ordinateur portable ouvert. Elle n'a pas levé les yeux, elle a juste demandé « As-tu annulé les frais de scolarité de Mélanie ?» Je n'ai pas répondu. Elle s'est levée. Elle a été renvoyée de ses cours, Eric. Expulsée aussi. J'ai hoché la tête. Elle se débrouillera. C'est laquelle a perdu le contrôle. Pas de tristesse, pas de panique, juste de la colère, comme si je lui avais retiré son jouet préféré. Elle dépendait de toi, a-t-elle craché. Elle dépendait de moi. J'ai ri. Elle se moquait de moi dans mon dos. Elle disait que je n'étais qu'un bouche-trou. Tu étais d'accord avec elle. Son visage a changé d'un coup. Je ne l'avais jamais vue aussi effrayée. Comment tu sais ça? J'ai simplement souri. J'ai peut-être grandi. Ce soir-là, elle a fouillé chaque tiroir, chaque armoire. Elle savait que quelque chose se préparait, mais elle ne savait pas quoi. Et puis, les coups sont tombés. Son patron l'a convoquée dans son bureau le lendemain. Je ne sais pas exactement ce qui s'est dit, mais elle est rentrée à la maison avec ses affaires dans un carton. Je l'ai trouvée par terre dans la cuisine à mon retour du travail. Elle était dans la chambre, en pleurs. Je ne l'ai pas consolée. Elle m'a demandé si j'avais envoyé quelque chose à son patron. J'ai répondu, j'ai dit la vérité, c'est tout. Puis sont arrivées les lettres. Une de sa mère, la traitant de honteuse. Une de sa belle-sœur, qui avait vu les captures d'écran de la femme de l'entraîneur. Une de la femme elle-même, 5 pages, brutale, directe, avec des mots dont j'ignorais qu'une femme d'église pouvait les connaître. Tessa essayait de faire comme si elle s'en fichait, mais elle faisait les 100 pas, fumait dehors, pleurait sous la douche. Un soir, elle m'a demandé si je l'aimais encore. Je l'ai regardé longuement. J'aimais quelqu'un qui n'existe pas, elle n'a plus dormi dans notre lit après ça. Quant à Mélanie, elle a explosé. Elle a commencé à se montrer, d'abord chez nous, puis sur mes chantiers. Un jour, elle m'a coincé à la sortie d'un chantier à Corinthe, hurlant que j'avais ruiné son avenir. Je lui ai dit que je n'étais ni son père, ni son petit ami, et encore moins sa banque. Ça ne l'a pas empêché d'appeler Tessa en pleurant tous les soirs. Je les entendais parler à travers le mur.
Parfois, j'entendais Tessa pleurer aussi. J'aurais dû savourer, mais non. Pas encore. Je n'avais pas encore abattu mes cartes. Ce qui est arrivé ensuite. J'ai de nouveau rencontré mon avocate, Frances, et lui ai donné le feu vert. Les papiers du divorce étaient prêts, mais nous avons ajouté une demande au dossier, une accusation formelle d'adultère, avec les noms et les preuves à l'appui. Ce qui signifiait pas de pension alimentaire, que je gardais la maison et que ce serait du domaine public. Nous lui avons fait signifier les papiers un vendredi, à domicile. J'ai regardé depuis mon camion, de l'autre côté de la rue, l'huissier frappait à la porte. Elle a ouvert en pyjama, les cheveux en bataille. Elle avait l'air vieille. Pas juste fatiguée, vieille. Elle a lu l'enveloppe sur le porche, la tenant à 2 mains comme si elle allait exploser. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle s'est assise sur les marches du perron et a fixé le vide. J'ai attendu 1 minute entière, puis je suis parti. Elle n'a même pas levé les yeux. Le lendemain, j'ai changé les serrures. Je lui ai dit de récupérer ce qu'elle voulait de la maison avant la fin du week-end. Après ça, plus d'accès. Elle a essayé de protester, c'est notre maison. J'ai dit, non. C'était la mienne avant que tu arrives. Tu l'as juste transformée en décor de théâtre. Ce fut notre dernière vraie conversation. Mais ce n'était pas fini. Car juste au moment où je pensais avoir tout vu, j'ai trouvé autre chose. En vidant un placard, j'ai trouvé une vieille boîte à chaussures cachée derrière les manteaux d'hiver. À l'intérieur, il y avait de vieux reçus, des polaroïdes et un carnet plié. Ce n'était pas le sien. C'était celui de Mélanie. Elle l'avait oublié lors d'une de ses visites. Le carnet était rempli de petites notes, de plans, de SMS à moitié rédigés. Il y en avait un qui disait « Il va craquer bientôt. Quand ce sera le cas, fais comme s'il t'avait repoussé. Rapproche-toi de sa mère, il la respecte. Si Tessa le quitte, je pourrais essayer de me rapprocher de lui. Il est plutôt mignon, TBH. » J'ai lu cette dernière ligne les mains tremblantes. C'est là que j'ai compris. Elle ne se contentait pas de m'utiliser. Elle jouait 2 jeux différents. Tessa m'utilisait pour l'argent, le confort, le statut social. Mélanie, elle voulait ma vie. Mon entreprise. Ma maison. Moi. Et je venais de détruire leurs 2 plans. Je suis resté longtemps assis avec ce carnet sur les genoux. Au début, j'ai eu la nausée, l'impression d'être le dindon de la farce, encore une fois. Puis j'ai ressenti autre chose, de la lucidité. Ce n'était pas juste une histoire de tromperie. Ce n'était plus une question de mariage ou de famille. Il s'agissait de la façon dont 2 personnes m'avaient utilisé, de manière calculée, sans culpabilité, pensant que j'étais trop gentil ou trop stupide pour le remarquer. Elles avaient tort. J'ai scanné tout le carnet, chaque page, chaque note. Je l'ai transféré dans un dossier avec les autres fichiers, capture d'écran, enregistrements vocaux, courriels, photos, et même les extraits audio du téléphone que j'avais caché dans le salon. J'ai ensuite écrit un long document en tête du dossier, intitulé « À lire en premier, la vérité ». Il retraçait toute l'histoire. Pas de fioritures, pas de colère, juste des dates, des faits et des noms. J'ai étiqueté chaque fichier pour que tout le monde puisse suivre le fil. Ensuite, je l'ai partagé. Pas seulement avec mes avocats, pas seulement avec ses parents. Je l'ai envoyé à tout le monde, ses amis, sa famille élargie, quelques membres de son église, même ses anciens collègues. Je l'ai envoyé au comité d'éthique de l'université de Mélanie, à son conseiller pédagogique, au propriétaire qui a dû gérer l'expulsion, à l'employeur du type marié, il travaillait dans un centre communautaire, une vraie image de « père de famille ». J'ai publié un lien privé vers un groupe Facebook que sa famille utilisait pour partager des nouvelles. Je n'ai ajouté aucun commentaire. Je n'en avais pas besoin. J'ai laissé les faits parler d'eux-mêmes. Les 2 semaines qui ont suivi ont été chaotiques. Tessa a essayé de contester la demande de divorce, mais mon avocate l'a contrée, trop de preuves. Le juge m'a donné raison sur tous les points, pas de pension alimentaire, je gardais la maison, les 2 voitures et tous les biens de l'entreprise. Elle a emménagé dans un motel en bordure de ville, un de ces endroits tristes près de l'autoroute. Je suis passé devant une fois. Sa voiture était garée à l'extérieur. Il lui manquait un enjoliveur. Mélanie, elle a été renvoyée du programme de soins infirmiers. Le comité d'éthique a trouvé suffisamment de choses dans ce dossier pour ouvrir une enquête formelle.
Ses prêts étudiants ont été exigibles plus tôt, puisqu'elle n'était plus inscrite. Elle a demandé une aide d'urgence, mais sans preuve de difficulté, comme une perte d'emploi ou un décès, ils ont refusé. Elle m'a appelé un soir. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal, « Tu as ruiné mon avenir, Eric. Tu étais censé être meilleur que ça. » Meilleur. Meilleur que. J'ai gardé le message vocal. Peut-être qu'un jour je le réécouterai et j'en rirai. Pour l'instant, je le garde en souvenir. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre. Manuscrite. Sans adresse de retour. C'était de Tessa. Elle ne me demandait pas pardon, pas vraiment. Elle expliquait juste. Elle disait qu'elle s'ennuyait, que je lui avais rendu la vie trop facile, qu'elle voulait de l'excitation et que je ne lui offrais que la sécurité, et que c'était peut-être le vrai problème. C'est ce qui s'est rapproché le plus d'un aveu de culpabilité de sa part. Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, j'ai recommencé à vivre. J'ai refait la maison. J'ai acheté de nouveaux meubles, repeint les murs, réparé des choses que j'avais ignorées pendant des années. J'ai recommencé à faire du sport, j'ai fait quelques voyages, des courts séjours, rien d'extraordinaire, juste pour me réhabituer à être moi-même. Les gens me demandent si j'ai recommencé à sortir avec quelqu'un. Ce n'est pas le cas. Pas encore. Je n'ai pas peur de l'amour. J'ai peur d'accorder ce genre de confiance à quelqu'un qui me considère comme un tremplin. J'ai donné 10 ans de ma vie à quelqu'un qui se fichait de ce que j'avais abandonné pour qu'elle se sente en sécurité. Je ne referai plus cette erreur. Parfois, j'ai encore des nouvelles. Quelqu'un m'a dit que Mélanie avait déménagé à Austin et travaillait dans un bar. Qu'elle vivait avec un type qui a 3 enfants et un casier judiciaire pour conduite en état d'ivresse. Ça me semblait juste. Tessa, elle est restée en ville pendant un certain temps, a travaillé dans un centre d'appel local, a essayé de se réconcilier avec certains de ses amis, mais ils connaissaient la vérité. Elle s'est tue après ça, a finalement quitté Danton. Je ne sais pas où elle est maintenant. Mais je repense à ce qu'elle a dit ce jour-là dans la cuisine, « Il est temps que tu grandisses. » Elle avait raison. Je l'ai fait. Et ce faisant, j'ai vu tous les mensonges qu'elle m'avait racontés, tous les jeux auxquels elles avaient joué, tous les sourires qui n'étaient pas sincères. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas battu. Je n'ai pas supplié. Je suis juste monté à l'étage et j'ai ouvert le dossier. Et à partir de ce jour, je n'ai jamais regardé en arrière.